Bonjour à tous. Un petit point donc sur ce TP numéro 3 où on va parler à la fois des requêtes HTTP, on va parler des méthodes GET et POST et puis aussi du cas particulier des formulaires web. Alors, un mot d'abord sur ce qu'on appelle l'architecture client-serveur. Il y a un client qui veut qu'on lui fournisse un service, qui fait une demande à un serveur et le serveur répond à cette demande. Voilà. Alors, client et serveur, dans le cas du web, désignent, selon le contexte, soit un ordinateur, soit un logiciel. Alors, vu du côté des ordinateurs, ben voilà, moi je veux avoir la météo de demain, donc je suis le client et mon ordinateur est l'ordinateur client. Et puis, Météo France a un gros ordinateur sur lequel ils hébergent toutes les pages web de leur site internet. Et donc, ça, c'est l'ordinateur, le serveur. Hein. Bon. Et puis, client et serveur sont aussi beaucoup utilisés pour désigner les logiciels. Alors, quel est le logiciel que moi j'utilise pour visualiser les pages web? C'est mon navigateur internet. Donc ça, c'est le logiciel client, navigateur internet. Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc. Et puis sur l'ordinateur serveur web, eh bien, on va installer un logiciel qu'on va aussi appeler un serveur web. Ce logiciel, il est à l'écoute des requêtes et puis venant des clients. Et puis pour chaque requête, il la traite, il va chercher dans son disque dur la bonne page web et hop, il la renvoie au client. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le logiciel serveur. Le logiciel serveur le plus connu, il faut que vous connaissiez son nom, c'est Apache, qui doit équiper, je ne sais plus, 60 à 70% des serveurs web dans le monde. Voilà, Apache. Alors, deuxième chose que je vais vous dire, c'est cette histoire de requête HTTP. Donc, à partir du moment où on veut faire communiquer ensemble un client et un serveur, deux ordinateurs, deux logiciels différents, eh bien, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un même langage, sur une façon de communiquer entre eux. Ce même langage, cette façon de communiquer, l'ensemble des règles de communication entre les deux, ça s'appelle en informatique un protocole. Voilà. Et dans le cas du web, quand il s'agit d'afficher une page web, de demander l'affichage d'une page web, le protocole utilisé, c'est HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Voilà. Bien. Alors, quand on fait une requête HTTP, eh bien, il y a deux méthodes, la méthode GET et la méthode POST. Donc, en fait, la méthode GET, c'est un peu la méthode par défaut, mais qui, dans certains cas, ne convient pas. Et donc, dans ces cas-là, on utilise une autre méthode qui s'appelle la méthode POST. Voilà. Alors, on essaye de prendre un petit exemple. Donc, quand je veux faire une requête avec mon navigateur, le principe en général, c'est que je tape l'adresse de la page web que je cherche. Je la tape ici. Donc, par exemple, là, je tape une adresse. Alors, attendez, d'abord, je vais lancer les fameux. Je vais faire F12 pour avoir les fameux. Le nom m'échappe. Outils de développement du navigateur, très puissant, et je me mets sur l'onglet Network. Je fais clear pour qu'il n'y ait rien ici, et vous voyez que là il me dit qu'il est en train d'enregistrer l'activité réseau, donc tout va bien. Donc je tape cette adresse, je fais entrer, et donc voilà, j'ai exécuté ma requête. Donc vous voyez que la requête, c'est une requête de type GET, d'accord. Et la réponse du serveur à cette requête, ça va être la page web que vous avez affichée à gauche, d'accord, et dont on a le source ici. Voilà. Donc cette réponse, ce code source, ce fichier source, il va être envoyé à mon client, le client va le recevoir et il sait l'interpréter et il sait ce qu'il faut afficher. Voilà. Sauf que en cours de lecture, il va voir que tiens, là par exemple, eh bien, on fait appel à une image, d'accord, qui s'appelle bandomat.gif et qui est dans le dossier parent du dossier en cours. Donc il va faire une deuxième requête pour avoir
le bandeau mat. Voilà. Donc, hop, une deuxième requête qui est une requête get comme d'habitude, hein. Et alors la réponse, ben, il ne peut pas nous l'afficher parce que la réponse est un fichier binaire image, donc qui n'est pas trop affichable, qui n'a pas vraiment de code source, quoi. Enfin bon, ce serait du binaire. Et puis, alors attendez, je reviens sur mon HTML et sur la réponse. Et puis, je vois que un peu plus tard, j'ai un fichier qui s'appelle seconde.gif. Alors, je cherche où il est dans ma page web. Tiens, il est là. Voilà. Je vois que là, il va falloir aussi que pour pouvoir afficher la page, j'ai besoin de seconde.gif. Alors, je vais encore à nouveau créer une requête pour avoir seconde.gif. Et vous voyez que c'est encore une requête get. Donc en fait, j'ai fait une première requête get pour avoir le code source de ma page. Et le navigateur, au fur et à mesure qu'il va lire le code source, il va voir qu'il lui manque un certain nombre de fichiers. Il va refaire d'autres requêtes get. Et vous avez vu que là, il en a fallu quand même un certain nombre. Hein, voilà. Et tout ça, ça a été des requêtes get. Donc on voit, il y a un petit peu de JavaScript, il y a la feuille de style de mon fichier, il y a plusieurs, et puis il y a des images. Voilà. Hein, de ma page web, je veux dire. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement habituel. Hein. Et puis, de temps en temps, donc vous voyez qu'en fait, la seule information que le client envoie au serveur, c'est l'adresse d'une page web et ou l'adresse d'un fichier ou l'adresse de voilà. Et en retour, le serveur renvoie des fichiers qui peuvent être des pages web, des images, des scripts, et des choses de ce genre-là. Voilà. Enfin, en fait, il renvoie ce qu'on lui a demandé. Voilà, et pour ça on utilise la méthode get. Alors, ça marche aussi pour les formulaires web. Donc, vous connaissez le principe d'un formulaire web. C'est vous êtes en train de naviguer sur Internet et puis tout d'un coup, vous voulez vous inscrire quelque part et on vous demande de créer, de proposer un identifiant, un mot de passe, par exemple. Voilà. Donc vous rentrez l'identifiant et le mot de passe et vous faites valider. Et donc, voilà. Alors, là, vous avez proposé cette page-là, bon, que j'ai un petit peu simplifié par rapport à ce que vous aviez eu. Hein. Donc, vous voyez qu'il s'agit principalement d'un formulaire, effectivement. La méthode employée, hop là, pardon. La méthode employée, c'est la méthode get, d'accord. Et attendez, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive plus à voir le haut. Voilà. La méthode get. Et quand je vais soumettre le formulaire, après avoir rempli la valeur de login, la valeur de password, eh bien, c'est pas cette page-là qui va être réappelée, c'est une autre page qui va être appelée, qui est celle-ci, à qui on va transmettre tous ces paramètres. Voilà. Alors cette page-là, est-ce que je peux l'appeler directement moi? Ben oui, bien sûr, je peux l'appeler directement. On y va. Donc, je vais ici, je tape pof, et voilà ce qui se passe. Donc, deux, trois remarques. Donc, Monsieur Plantard, le prof qui proposait ce TP, a fait une page qu'il a mis sur son site perso qui s'appelle index. Ah bah tiens, c'est pas HTML, c'est PHP ce coup-ci. Voilà. Donc vous voyez que c'est un autre langage que HTML. C'est un langage qui a été exécuté côté serveur. Je vous rappelle que côté client, du côté de mon navigateur internet, les seuls langages que le client connaît, c'est HTML pour la description de la page web, CSS pour la mise en forme de la page web et JavaScript pour la partie un peu dynamique programmation. Voilà. Les trois seuls langages que connaît mon navigateur. Mais côté serveur, on peut installer ce qu'on veut. Hein, voilà. Et donc l'un des langages très connus et très utilisés, notamment pour faire des sites web qui sont dynamiques, qui vont générer des pages web à la volée en fonction du contexte. Pour faire ce genre de page, on utilise beaucoup PHP. On peut aussi utiliser Python, hein, pour info. Donc voilà, donc cette
page PHP. Maintenant, si je fais afficher le code source de la page, je vois que j'ai un code source parfaitement HTML, hein. C'est-à-dire que de fait, index.php n'est pas une page HTML, mais quand on l'exécute sur le serveur retourne en retour une vraie page HTML, puisque c'est la seule chose que comprend mon navigateur Internet. D'accord? Voilà. Alors, cette page web, qu'est-ce qu'elle m'affiche? Eh ben, elle m'affiche un petit peu de baratin. Tiens, mon IP notamment, intéressant. Et puis, elle va afficher aussi qu'elle a eu aucune info par la méthode get et aucune info supplémentaire par la méthode get et aucune info par la méthode post. Voilà. Donc, notamment, elle n'a pas eu d'infos, elle n'a pas eu ces infos-là d'identifiant et de mot de passe. D'accord? Alors, maintenant, on va donc exécuter. Alors, attendez, je vais fermer ça. Je vais relancer F12 pour qu'on ait, voilà, pour qu'on ait l'activité réseau. Je vais donc taper, par exemple, tiens, Toto, ça me paraît parfait comme identifiant. Comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je vais faire valider. Toc. Donc vous voyez que là, comme il n'y a aucune image et il n'y a rien dans ma... Donc il n'y a eu qu'une seule requête, contrairement à tout à l'heure quand je voulais afficher la page de mon site là. Et si je clique là-dessus, je vois que la méthode c'est bien get. Et je vois que l'URL qui a été rentrée, l'URL c'est ce qui est écrit là, c'est l'adresse du site internet, hein, uniforme ressources locator. Ouais. Donc c'est le nom qu'on donne à cette façon d'écrire les adresses internet qu'on utilise dans les navigateurs web, enfin qu'on utilise d'une façon générale dans le protocole HTTPI notamment. Alors, donc vous voyez que ici, je trouve la même chose que ce qui est ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas marqué plantard.com NSI index.php tout court. On a rajouté, regardez ce qu'on a rajouté. On a rajouté login, qui était le nom du premier input, avec la valeur que j'avais rentrée pour cet input. Password, le nom du deuxième input, avec la valeur que j'avais rentrée. Et puis CB, qui était le nom du troisième, avec la valeur qui était par défaut. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que en fait, ce qu'on a fait dans la méthode get, eh bien, comme d'habitude, on a tout écrit dans la barre d'adresse. Alors, ça marche très bien pour un certain nombre de formulaires. Maintenant, il arrive assez régulièrement que dans un formulaire, les infos qu'on voudrait faire passer ici nécessitent un petit peu de discrétion. Par exemple, le mot de passe, on aimerait bien pas le voir comme ça, hein. Et puis le numéro de carte bleue, je vous en parle même pas, hein. Bon. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser une autre méthode qui est la méthode POST, où les valeurs transmises, les valeurs des différents champs du formulaire ne seront pas transmis via la barre d'adresse, via l'URL. Hein. Alors, on y va. Donc, je vais modifier dans mon code source mon get en post. J'enregistre. Je vais recharger ma page. J'efface tout ce qu'il y a. Je retape Toto. Ce coup-ci, on va faire 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais faire valider et on va voir la différence. Alors, vous vous rappelez que tout à l'heure, déjà, les infos de login, password et CB étaient ici, du côté de la méthode get. Là, ce coup-ci, vous voyez qu'ils ont été affichés du côté de la méthode post. Si je clique ici, je vois qu'effectivement, on me dit bien que c'est une méthode post. Et si je regarde l'URL, vous voyez que là, il n'y a aucun paramètre. Vous voyez qu'ils sont ni là-haut, ni là. D'accord? Alors, il ne faut pas croire pour autant qu'ils sont tout à fait à l'abri et que personne ne pourra les voir. Par exemple, il suffit moi sur mon ordinateur, il suffit d'aller sur
Si vous êtes vous-même le client, il suffit d'aller sur ces outils de développement et quand je regarde vers le bas, tiens, je les vois. Ouais. Vous voyez, donc ils sont pas passés dans l'URL, mais ils sont quand même passés en clair dans la requête. Si on veut vraiment communiquer de façon un, enfin de façon secure entre un client et un serveur, il n'y a qu'une seule méthode, c'est il faut utiliser un protocole de communication crypté qui est le non pas HTTP mais HTTPS hein, comme secure. Voilà. Donc ça, il faut que vous connaissiez la distinction entre HTTP et HTTPS. Hein. Donc voilà. HTTPS, toutes ces infos qui sont communiquées de façon cryptée. Donc là, on aurait des infos, mais elles seraient cryptées, donc on ne pourrait rien faire. Hein. Voilà, donc vous voyez que en tout cas en post, en méthode post avec la requête HTTP, donc non cryptée, eh bien c'est plus discret, on n'a pas les infos qui sont carrément au vu de tout le monde, mais enfin c'est pas très caché non plus. Voilà. Hein. Alors, le premier avantage donc, de cette méthode POST, c'est que les infos qui sont transmises dans le formulaire sont plus discrètes. Il y a un deuxième avantage, c'est que la longueur de l'adresse est limitée. D'accord? Donc c'est quelques centaines d'octets de mémoire. Donc, et parfois, ce qu'on veut, on voudrait que notre page, elle transmette non pas quelques valeurs de champs quelconques de type nom d'utilisateur, mot de passe, mais on voudrait carrément transmettre un fichier entier, une image, bon, quelque chose qui prend beaucoup de place, qui prend pas quelques centaines d'octets, mais qui prend des kilo-octets. Hein. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, ça ne va pas tenir sur la barre d'adresse. Hein. Donc, dans ces cas-là, on utilise la méthode POST. Voilà, donc il faut que vous reteniez que la méthode GET, c'est la méthode par défaut. Hein. Et puis quand on voudrait bien transmettre des choses de façon un peu discrète ou des choses qui sont volumineuses, eh bien pour pas que ça apparaisse sur la barre de navigation, on utilise la méthode POST. Voilà. Hein. Je reviens un petit peu sur le code source. D'abord, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir un input qui est hidden, qui est caché, dont on ne voit pas, on voit pas la trace de ce texte-là sur notre page de départ. Hein. Alors, si on demande d'afficher le code source de la page, on va le voir, hein, le hidden et le numéro de carte bleue. Hein. Mais en temps normal, on ne le voit pas. Hein. Alors, à quoi ça sert? Ben, en fait, c'est assez fréquent qu'on utilise ce truc-là. Par exemple, supposons que votre serveur web, lui, il peut y avoir 20, 30, 50 personnes qui, en même temps, sont en train de remplir ce formulaire et veulent s'inscrire pour la même chose. Il faudra qu'ils sachent qui est en train de communiquer avec lui. Donc parfois, il va vous donner, par exemple, un identifiant de session au moment où vous avez commencé à, à dialoguer entre le client et le serveur. Et donc, par exemple, typiquement, il va passer ce numéro de session dans les paramètres pour s'y retrouver et savoir qui est en train de lui parler. Le numéro de session, on n'a pas forcément envie que l'internaute puisse le voir parce qu'il risquerait de se demander ce que c'est que cette espèce de chiffre bizarre qui ne veut rien dire pour lui. Voilà, donc les inputs, il ne faut pas croire que c'est un gadget, c'est quelque chose de très utile. Hein. Vous avez vu la fonction de ce input reset, ce input type reset, donc le submit permet d'envoyer le formulaire, reset permet de remettre à zéro les valeurs de tous les champs du formulaire. Hein. Donc voilà, on vous demandait de rajouter cette ligne-là. Et puis, bien comprendre la différence entre type égale texte et type égale password. C'est la même chose, dans les deux cas, ça envoie du texte.
hein. Simplement ici, quand c'est égal texte, ce texte est affiché en clair dans le input, alors que là, il n'est pas affiché en clair, il est affiché via les petits ronds ou les petites astérix, hein. Quand je tape là, ça me fait apparaître des petits ronds, alors que quand je tape la même chose ici, ça me fait apparaître en clair le texte, hein. Voilà. Donc, donc voilà ce que je pouvais dire euh, sur ce TP3. Voilà, et eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute et votre attention. Au revoir.